Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Prolongation de l'état d'urgence en Éthiopie. Le Parlement a approuvé le prolongement de cette mesure de 4 mois supplémentaires. Les raisons sont à suivre dans cette édition. Premier anniversaire de la prise de pouvoir du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Vous découvrirez le bilan de sa première année de présidence. Le secteur agricole africain regorge de potentialités mais peine à décoller. Comment redynamiser ce secteur qui est source d'avenir pour la jeunesse? Élément de réponse dans cette édition. Mais tout d'abord, le gouvernement malien a décidé de prolonger d'au moins 10 jours supplémentaires l'état d'urgence censé prendre fin le 29 mars. Déjà le 30 juillet 2016, l'État malien a décidé de prolonger cette mesure, une mesure d'exception qui avait été instaurée suite à l'attaque terroriste perpétrée contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako en novembre 2015. En Éthiopie, les autorités ont également décidé de prolonger de 4 mois l'état d'urgence, une mesure instaurée en octobre 2016 après une vague de manifestations entre les Oromo et les Amhara. Quelles sont aujourd'hui les raisons de cette prolongation? Élément de réponse avec Zara Mohamed Moutiou. Les Éthiopiens n'en ont pas terminé avec l'état d'urgence. Instauré il y a 6 mois, le gouvernement le prolonge de 4 mois supplémentaires. Les autorités l'avaient imposé afin de tenter de juguler un mouvement de contestation antigouvernementale mené par les communautés Oromo et Amhara qui estiment faire l'objet de discrimination en faveur des Tigréens accusés d'occuper les postes clés au sein du gouvernement et des forces de sécurité. Une fois imposé, cet état d'urgence a eu pour effet d'éteindre les manifestations. Et pour justifier son extension, le ministre de la Défense évoque des agissements continus et actifs aux frontières de l'Éthiopie. Nous avons encore des éléments hostiles à la paix qui sont actifs et qui profitent des différends actuels dans des régions du pays. Les responsables qui commettent de tels actes doivent tous être appréhendés avant que l'état d'urgence soit levé. C'est le 9 octobre 2016 que l'état d'urgence a été instauré. Sur le terrain, cela s'est traduit par une trentaine de mesures imposant notamment de sévères restrictions des déplacements et un couvre-feu dans certaines zones du pays, mais également l'interdiction de consulter et de diffuser certains médias d'opposition. On sait aujourd'hui que l'Éthiopie est sous le feu des projecteurs. C'est un pays qui symbolise énormément dans ce débat sur l'émergence et on lit de plus en plus l'émergence à la notion de sécurité. Donc on peut voir dans ce maintien de l'état d'urgence la volonté des autorités éthiopiennes de maintenir le contrôle d'une main de fer sur la population et les différents mouvements contestataires. Les manifestations dans les régions Amhara et Oromo témoignent d'un ressentiment grandissant des membres des deux ethnies. Depuis l'instauration de l'état d'urgence, 26 000 personnes ont été arrêtées et près de 5 000 autres ont été envoyées devant un tribunal. En Centrafrique, 1 an après son élection à la tête du pays, le président Faustin Archange Touadéra affiche un bilan mitigé. Le pays peine à se relever du conflit qui a affecté son économie entre 2013 et 2014. Clément Joël soit là. Le 31 mars 2017 marque le premier anniversaire de la prise de pouvoir du président Faustin Archange Touadéra en Centrafrique. Le conflit militaire et religieux qu'a connu le pays a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés. La sécurisation du pays demeure une tâche difficile. En février dernier, une dizaine de personnes ont été tuées par les membres d'un groupe armé dans la préfecture de Ouaka au centre du pays. 1 an pour le président Touadéra, je pense, si on fait le parcours de tout ce qu'il a réalisé pendant les 1 an, je pense que le bilan est positif. En accédant au pouvoir, le président Faustin Archange Touadéra avait promis de lutter pour le retour de la paix dans le pays en mettant fin à la violence. À Bangui, les populations ont repris leurs activités. Toutefois, une bonne partie du pays est toujours sous le contrôle de chefs de guerre. Oui, l'économie commence à s'évoluer de peu à peu, mais reste le problème de l'insécurité qui règne au cours de la route. Il y a encore des choses qui nécessitent ces efforts et sur lesquels le peuple centrafricain compte énormément sur lui. C'est-à-dire le président doit éviter
beaucoup de népotisme, beaucoup de clanisme et également descendre à la base, toucher les réalités socio-économiques ou les réalités sociopolitiques pour pouvoir répondre véritablement aux aspirations du peuple centrafricain. Selon les organismes d'aide, environ 2,3 millions de Centrafricains ont besoin d'aide et d'assistance humanitaire et près de 20% de la population est déplacée. Les Nations Unies estiment à 400 millions de dollars les fonds nécessaires pour couvrir un plan humanitaire censé venir en aide à 1,6 million de Centrafricains en 2017. Également dans l'actualité, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie ont débuté des travaux communs à la construction de la centrale hydroélectrique des chutes de Rusumo. Cette infrastructure d'une capacité de 80 MW fournira près de 26 MW à chacun des 3 pays. Un projet estimé à 340 millions de dollars. Comment redynamiser le secteur agricole africain qui contribue à 61% de l'emploi et 36% du PIB du continent? C'est la question posée aux dirigeants africains par les institutions internationales. Un secteur qui peine à décoller, mais qui pourtant est source d'avenir pour la jeunesse africaine. Oumou Kalsumba. L'agriculture est au cœur du développement en Afrique. De nombreux pays tirent leurs moyens de subsistance du secteur. Le continent dispose d'un énorme potentiel agricole susceptible d'augmenter les rendements. Cependant, la Banque mondiale avance que le secteur stagne. L'institution estime qu'un assainissement des dépenses publiques stimulera la production agricole de l'Afrique subsaharienne. Si nous voulons réduire significativement la pauvreté, nous devons tout mettre en œuvre pour stimuler la productivité et la compétitivité de l'agriculture africaine. Les pays de la région pourraient obtenir des gains significatifs s'ils revoyaient la conception et la mise en œuvre des programmes de dépenses publiques tout en axant davantage celles-ci sur les biens qui offrent un rendement élevé. En Afrique, 70% des actifs tirent leurs revenus de l'agriculture. Le secteur fournit des moyens de subsistance à 80% de la population. Pour augmenter la performance du secteur, les États devront réformer la gestion du foncier et de l'eau. Une réglementation des réformes politiques est aussi incontournable pour améliorer les dépenses. On voit aujourd'hui en Afrique que les agriculteurs ont de petites parcelles, donc ce n'est pas des parcelles qui sont aussi rentables que ça. Les méthodes agricoles modernes ne sont pas adaptées à des petites parcelles, sont adaptées à des grosses étendues. Et si à cela vous rajoutez la non-maîtrise de l'eau dans certaines zones, où on est encore dépendant de la saison des pluies, et il y a aussi le problème des infrastructures, ce qui n'est pas dit par ce rapport-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de zones qui produisent énormément, mais qui n'ont pas accès à des marchés, et tout pourrit sur place. Selon la Banque mondiale, les importations de produits alimentaires passeront de 35 milliards de dollars en 2015 à plus de 110 milliards de dollars à l'horizon 2025. Les experts préconisent une transformation de l'agriculture africaine. L'inversion de la tendance à l'importation de denrées alimentaires ouvre des marchés potentiels pour l'agro-industrie très peu exploitée sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.